Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Raconte-moi ça en ma compagnie. Mon nom est Maureen. J'ai fait une rencontre le 6 janvier 2024, une rencontre virtuelle cette fois parce que la personne elle habite un peu trop loin pour qu'on se rencontre face à face. Mais ça aurait été le fun, par exemple, en personne. Mais j'ai pas été déçue de cette rencontre. Je vais juste faire une petite intro comme ça parce que moi, je suis quelqu'un qui est très curieuse. J'aime apprendre des gens qui sont différents de moi ou qui pensent différent de moi. C'est ce qui fait la beauté de l'humanité. Tant que tout est fait dans le respect, autant d'un côté que de l'autre. L'ouverture d'esprit, c'est sûr. Donc, nous allons discuter avec Shanna, qui est une Raélienne. Je vais juste vous aviser qu'on commence l'enregistrement avec une méditation qui dure pas très longtemps. Donc, si vous voulez passer la première minute, vous pouvez la passer. Ça dure à peu près une minute. J'ai pas calculé, mais bon. C'est juste que je vais vous expliquer si ça a commencé comme ça, c'est parce que euh, cette journée-là, je venais d'apprendre une nouvelle pour ma vie personnelle, puis j'étais un peu comme on dit, overwhelmed en anglais. J'étais comme hyper excitée, en plus d'être nerveuse pour la rencontre, parce que c'est quelqu'un que ça fait longtemps que je croise en ligne, mais c'est la première fois qu'on se parle vraiment, vraiment, vraiment. C'est ça, c'est comme j'étais hyper, hyper nerveuse d'un paquet d'affaires en plus de ma vie privée et tout. Puis elle a offert de faire une méditation en commençant que j'ai accepté pour m'aider à me calmer les nerfs puis à être capable de me concentrer sur la rencontre. Ça a été bénéfique dans mon cas. C'est doux, c'est rien de... Non, non, vous n'allez pas embarquer dans une secte en faisant cette méditation. Je vous la suggère, ça vaut la peine. C'est juste une minute à peu près. Donc, oui, nous allons discuter avec une Raélienne, un peu son cheminement de vie, puis un petit peu comment qu'elle vit, comment qu'elle voit la vie. Très intéressant d'ailleurs, plein de respect, plein d'amour. Donc, sans plus tarder, avec autant de respect et d'amour de votre part, je vous présente Shanna. Bonjour Shana, là je suis Bonjour prête là. Maureen. Merci pour l'invitation, merci d'accepter l'invitation pour notre rencontre. Tu veux qu'on fasse une méditation? Oh, pourquoi pas, ça commencerait bien un enregistrement si tu veux bien. Oui, oui, oui. Alors, d'accord. Ce que je pourrais proposer, c'est parce qu'il y a des gens qui vont nous regarder, donc je ne veux pas être juste égaux, nous deux. J'ai une petite pensée Global. amicale pour ceux qui vont nous regarder. Et j'aurais tendance à proposer une méditation pour la paix dans le monde. Puis comme ça va juste élever la vibration Parfait. entre nous et puis avec ceux qui nous regardent. Alors ça peut être sympathique. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en Ah, penses, moi j'en hein? pense, moi je suis tout ok avec ça. Alors moi je fais une méditation régulièrement, donc autant que faire se peut, évidemment je ne me sens pas zéro contrainte, je le fais avec mon cœur, à chacun autour des 59e minutes de chaque heure. Alors, il y a une petite minute de pensée pour la paix. Ça présente deux avantages. Le premier avantage, il est au niveau individuel parce que ça te permet de faire un stop dans ta vie. Un stop. Ok, on se calme, on arrête de courir, blablabla. Voilà, on se dépose. Et puis, pour les gens stressés, les gens qui courent tout le temps, c'est excellent. Oui. Et faire cette expérience, c'est vraiment très, très saine au niveau individuel. Mais tu sais, dans le don, on donne et on reçoit. Et bien là, on fait les deux en même temps. Mm. Et là, on va donner de l'amour pendant cette période, pendant cette courte période, à la planète, pas à la planète, aux humains, à tout ce qui est vivant sur la Terre. Et bah, si tu veux, à la planète, mais la Terre, elle s'en fout. Elle vit avec ou sans nous, elle s'en fout. Mm. C'est surtout nous, les humains, ce que nous faisons. Donc, comme dans le Moyen-Orient, il y a vraiment c'est une zone, si on considère l'humanité comme un corps, on va dire que c'est une zone enflammée. Hein. Et on pourrait, par nos pensées et notre petite méditation, leur envoyer un petit peu de paix. Alors, j'ai une petite photo derrière moi qui m'inspire. Alors, je vais juste comme ça peut être sympa. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est un juif et un palestinien qui se font un hug. Mm. Alors on va juste
envoyer cette paix. Alors, j'invite chaque personne à tranquillement fermer les yeux comme moi, se connecter à son propre intérieur en faisant 2 ou 3 respirations. Donc, on va inspirer et expirer en se connectant à la respiration et en allant chercher tranquillement la paix intérieure. La paix à l'intérieur de chacune de nos cellules. Voilà, la connexion se fait normalement assez facilement. Et vous allez, à partir de l'ensemble de vos cellules qui ont ressenti cette paix de vous, de votre intérieur, envoyer votre vibration d'amour. Chaque personne a sa propre vibration. Et votre vibration d'amour à cet endroit du monde où les gens ne se comprennent pas, où les gens ont envie de vivre en paix, mais les systèmes ne le permettent pas. Donc on envoie plein d'amour en imaginant par exemple que les soldats déposent leurs armes au sol, les jettent au sol et disent « ça suffit maintenant ». Et que d'un côté et de l'autre, les hommes marchent les uns vers les autres en se regardant dans les yeux et en se prenant dans les bras avec une émotion extraordinaire de pardon. Pardonne-moi, je suis désolée. Tu es mon frère, je te demande pardon. Laissez les cœurs vibrer ensemble. Et voilà, on va laisser cette belle énergie flotter dans l'air, flotter dans l'espace et faire le travail qu'elle a à faire, avec beaucoup de gratitude. Alors on peut rouvrir les yeux tranquillement. Et voilà. Merci pour ce moment de calme et de paix, autant personnel que mondial. Ah, c'est super. Bon, bah alors bienvenue ma chère Maureen. Bon, c'est sûr que moi, moi, je serais curieuse de toute ta personne, finalement. J'aimerais toucher à toutes les... peut-être effleurer, selon ton bon vouloir, ton bon désir, de nous partager qui tu es. Qui est Shanna? Et quel genre d'enfant était Shanna? Si tu veux bien commencer. Ah oui, mais avec plaisir, chère Maureen. C'est intéressant de venir au monde. Et puis, ma foi, on vient... Moi, je suis née en France, je suis née en Bretagne. J'aurais pu naître en Inde, j'aurais pu naître ailleurs, mais je suis née là. Donc, j'ai été imprégnée de la culture de l'endroit, donc la culture religieuse, la culture linguistique, puis tout l'art des Bretons, de la Bretagne, du peuple celtique, etc. Et voilà, j'ai grandi dans cet univers-là, ce qui m'a façonnée finalement. Et c'est beau de savoir que quand on voyage, on voit des cultures tellement différentes. Voilà, donc c'est pourquoi la différence nous rend plus riches, nous enrichit, plutôt que de dire d'avoir peur des différences. C'est quoi ça? Et voilà, donc j'étais une enfant au tout début très très sage. J'ai pas pleuré jusqu'à l'âge de 9 mois. Imagine. Oh, wow! J'avais compris que, ok, si tu dis rien, ça va aller. J'étais pas mal intelligente à ce moment-là, je trouve, alors quand même, hein, comme petit enfant. Puis j'ai grandi, voilà, donc j'ai eu une maman qui m'a aimée, qui a fait ce qu'il a pu dans le contexte dans lequel elle a vécu. Elle a eu beaucoup de contraintes dans sa vie, comme beaucoup de mères dans cette génération-là, avec la force
religieuse qui n'était pas très gentille, on va dire. Et puis en même temps, j'ai cheminé. J'aimais bien danser, puis aussi faire un petit peu des mimes. Je chantais, mais je faisais un petit peu la comédie en même temps. Je me rappelle de ça. Je jouais un peu là-dessus, j'aimais bien. Ça, c'est un petit souvenir que je garde aussi. Et puis, en grandissant, à l'école, ça marchait bien. Alors, ma foi, je ne faisais pas d'efforts. Et puis, à un moment donné, il faut faire un effort. On rencontre ses limites. Alors là, c'est un peu OK. Et voilà, donc, à l'âge de 12 ans, à peu près, 12-13 ans, je m'intéresse quand même aux religions. Je m'intéresse en fait à la religion catholique, puisqu'il y avait dans mon entourage des prêtres ouvriers. Je ne sais pas si ça existait au Québec, mais c'était des prêtres qui étaient plus pour la condition ouvrière, etc. Puis moi, je viens de ce milieu-là. Et donc, au lieu de traîner dans la cage d'escalier, on allait discuter avec le prêtre ouvrier. Puis c'est intéressant parce qu'il développait la conscience sociale. Des injustices ou des choses qui ne sont pas justes. Alors là, je me suis un peu allumée et je commençais à devenir un peu rebelle. Et puis à l'école, écoute, j'étais un petit peu, mais pas rebelle, genre faire du bruit ou être violente ou être agressive verbalement du tout, mais en contestant les choses, en faisant remarquer des choses qui n'étaient pas justes, etc. Donc du coup, on me nommait d'office chef de classe à l'école. Bon. OK. Et puis, voilà. Et vers l'âge de 13 ans, je m'intéressais, avec mon parrain, on s'échangeait des livres sur les extraterrestres. Alors, c'était il y a longtemps, puis j'étais très jeune. En fait, alors du coup, j'allais voir les prêtres ouvriers. Je lisais des trucs sur les extraterrestres. Puis j'allais voir les prêtres ouvriers en me disant, ouais, écoute, blabla, pourquoi dans la Bible c'est marqué qu'ils vivaient 600 ans, 700 ans? Tu vois, je ne comprenais pas, parce que nous, on ne vivait pas ça. Donc, elle me dit, oh, mais ils n'avaient pas la notion du temps à ce moment-là. C'était des réponses que j'achetais pas, en fait. Que je disais, ça me plaît pas trop comme réponse, quoi. Et puis, des histoires géographiques, ils savaient pas à cette époque-là comment c'était fait, la géographie, enfin les maps et tout ça. Bon, ils savaient pas, mais en même temps, tu nous enseignes ce qu'ils savaient. Donc, Alors bref, il y avait des petites contradictions dans mon cerveau de jeune adolescente, en fait. Puis bon, je laissais ça un peu courir. Et puis, je me souviens, en classe, il y avait eu un exposé sur les UFO, les ovnis. On devait avoir 14 ans, 15 ans, un truc comme ça. Et puis, on avait émis l'hypothèse que Jésus était un extraterrestre. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai complètement explosé en disant « Ouais !» C'était... Ça répond à des questions. Le prof, wow, doucement. Mais moi, je ne me rendais pas compte pourquoi le prof nous arrêtait. C'était génial. Et puis, heureusement, la cloche a sonné, puis c'était la récréation. Alors, mais dans la récréation, on était tous excités avec cette histoire de Jésus, un extraterrestre, tu vois. Et je me rappelle, ça a été un moment assez fantastique. Et puis, chemin faisant, j'ai 16 ans. Et j'ai mon ami de classe qui m'offre un livre pour mon anniversaire qui s'appelle « Les secrets de Laura ». Laura, A-U-R-A, pas Laura le prénom. Non, Laura, c'est ça. Et de l'Obscène Grand Pas, c'était dans la collection Rouge et Or, c'était tous ces petits livres de poche rouge où il y avait plein de trucs assez ésotériques, on va dire. Et moi, je lis ça et puis j'allume, ça me plaît et tout. Puis il parle de méditation il ne dit pas de méditation sensuelle, mais il parle de méditation, prendre conscience de ses pieds, monter dans le corps, etc. etc. Et moi, dans mon petit coin de chambre, j'avais un petit coin, il y avait mon bureau, mon secrétaire avec je faisais mes devoirs. Je m'assois par terre le matin, puis je fais ma petite méditation. Tu vois, juste comme ça, tu vois. Et 16 ans et demi, je sors à mon premier amoureux, etc. Et son frère m'intrigue. Pas amoureusement, mais il m'intrigue dans ce qu'il fait. Et puis à un moment donné, il s'en va
quelque part, il revient, je dis, tu fais quoi, t'es où? C'était vraiment mystérieux, ça m'attirait. Et du coup, il n'osait pas parler, je pense qu'il n'osait pas. Et il m'a fait donner, par son frère, donc, mon amoureux, le livre de Raël, la deuxième rencontre, c'est-à-dire en 75, quand Raël est allé sur la planète des éternels. Bref. Je lis ça et je me dis, bon sang, mais c'est bien sûr. Pour moi, c'est évident. Parce que j'ai tout ce passé, cette petite histoire où je suis allumée sur les extraterrestres, sur Jésus qui est peut-être un extraterrestre. Alors moi, je suis prête, quoi. Je suis prête à recevoir et à lire ce livre. Et je trouve ça génial. Du coup, je veux lire l'autre qui a été écrit en 73. Et puis voilà. Et c'est comme ça que je décide de faire ma transmission de plan cellulaire le 6 août 77 et que je fais depuis en 78, premier stage avec Raël, etc. Donc j'ai fait tout un cheminement. Ça fait maintenant 42 ans, 43 ans. Wow. Et je suis très, très heureuse. Voilà, alors ça, c'est le cheminement un petit peu de qu'est-ce qui m'a amené à ça. Ouais. Alors moi, j'en parlais aux gens, puis je pensais que c'était évident que les gens allaient comprendre. Et puis là, rien. Alors j'ai dit OK. Alors c'était quelque chose d'un peu spécial. Mais moi, dans mon cœur, ça bougeait, ça vibrait. C'est ça, ça répondait avec qui tu étais, toi. Exactement. Exactement. OK, bon, ça répond à une question, oui. Puis, si je me trompe, tu me corriges, OK? Il n'y a pas de problème. Maintenant, si je me rappelle bien, tu m'as dit que tu étais naturopathe. Yes. Comment je pourrais dire? Qu'est-ce qui t'a amené à la naturopathie? Étant donné, je sais pas trop, je sais pas comment amener ma question comme telle, mais qu'est-ce qui t'a attiré à la naturopathie? D'accord. Ben écoute, en 1978, j'aurais pu continuer mes études universitaires. J'avais mon bac, je m'étais inscrite à l'université pour faire... j'aurais pu être assistante sociale ou travailler dans le milieu social, en tout cas, ça c'est sûr. Mais en même temps, je voulais pas aller à l'université parce que je voulais gagner de l'argent. Alors, je suis allée travailler dans un hôpital à Rennes et j'ai été un petit peu la coqueluche de l'équipe dans laquelle je travaillais. Je venais pour les vacances, je travaillais pour les vacances. J'étais un petit peu la coqueluche de cette équipe-là qui était au bloc opératoire de neurochirurgie. Parce que j'étais passionnée, je voulais tout savoir. Et puis parce que je lisais Science et Vie, parce que j'étais allumée sur les messages à ce moment-là. Et je pense qu'il devait ressentir cette espèce de flamme qui est dans moi. Puis je chantais, puis il y avait la joie, vraiment. Et même si j'avais tout un tas de trucs à nettoyer dans ma tête, depuis mon éducation à tous les niveaux, comme tout un chacun, hein, on a tous ce passage-là. Et puis ça m'a plu. Alors, elle m'invitait à prendre des initiatives et tout, puis je trouvais ça génial. Et puis j'étais dans un milieu qui m'aimait, alors du coup je me suis dit, je vais faire infirmière. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire infirmière. Hein, tu vois, là. Mais je voulais quand même être payée pendant mes études parce que je suis partie de chez mes parents à l'âge de 17 ans, puis je me suis débrouillée après. Et pas parce que j'étais fâchée avec mes parents, hein, c'est parce que je voulais vivre ma liberté. La liberté, ça c'est une valeur chez moi qui est indestructible. Tu ne touches pas à ma liberté. Voilà, tu peux pas, c'est impossible. Alors voilà, et bon, j'allais voir mes parents toutes les semaines et tout, mais je voulais être libre. Et voilà, donc j'ai décidé d'être infirmière, mais je me suis dit, j'avais la possibilité, si je travaillais 3 ans dans cet hôpital, d'avoir une promotion qu'on appelait professionnelle ou sociale pour pouvoir être payée pendant mes études. Donc, je dis, qu'à cela ne tienne, je vais faire ça. Puis du coup, dans cet hôpital, j'ai fait plein de services différents. On m'appelait le soir, la nuit, n'importe quand. Puis j'étais toujours disponible, toujours de bonne humeur. Ça allait très bien. Alors, voilà, donc, j'étais comme un petit oiseau. Et puis, je me suis inscrite à l'école d'infirmière. J'ai été admise à l'école d'infirmière, donc en Bretagne, à Rennes. Mais l'histoire, c'est que
liberté, liberté. Je viens amoureuse d'un homme qui vit à côté de Genève, en Haute-Savoie, qui a 17 ans de plus que moi. Et puis moi, je me pose des questions parce que je suis quand même immature dans plein de trucs, en fait. J'ai soif de liberté, mais je connais rien. et alors, avec les filles de l'hôpital où je travaillais, qui étaient plus âgées, j'étais là, est-ce qu'on peut faire... Parce que je pensais, moi, j'ai jamais vu mes parents s'aimer ou faire l'amour, ou mon Dieu, tout ça. Donc, je disais à mes copines, mon copain, donc à l'époque, j'étais amoureuse, il avait 37 ans. Et je disais, mais est-ce qu'on peut encore faire l'amour à 37 ans? Je me demandais, j'étais très naïve. Et là, je me faisais incendier par mes copines, qui étaient plus âgées, évidemment. C'était drôle. Mais voilà, donc du coup, je devais rentrer à l'école d'infirmière à Rennes, payer dans les études. Tout était bien calé, tout. Et je dis, non, j'y vais pas, je m'en vais, je pars. Voilà. Alors, je suis partie, j'ai recommencé la même chose en Haute-Savoie, donc j'ai retravaillé, puis après j'ai fini par avoir cette promotion. Non, je me suis inscrite et j'ai pas eu la promotion. Je me suis inscrite à l'école infirmière, j'ai pas eu la promotion. Et là, j'ai tapé du pied, j'ai gueulé. La première année, j'ai fait sans promotion, puis la deuxième année, je l'ai eu. J'ai eu pendant les deux années qui suivaient. Donc, j'étais comme payée, c'était plus intéressant au niveau confort de vie. Mais tu vois, le cœur m'a amenée ailleurs et j'étais capable de renoncer à tout pour l'amour, tu vois. Donc, je suis une femme amoureuse, en fait. Là, je suis amoureuse de la vie. Mais à l'époque, j'aurais traversé la planète entière pour retrouver un amour, tu vois. Je m'en foutais des conventions, j'étais pas dans l'insécurité. Ça me venait pas à l'esprit. C'est drôle, hein. Je pense maintenant avec le recul, parce que j'ai vu plein de gens qui agissent avec sécurité pour assurer, puis moi, j'ai pas été comme ça. Alors, à mon avis, j'ai eu cette chance finalement. Mais bon, voilà, alors en faisant les études d'infirmière, évidemment, pendant mes études d'infirmière, j'étais intéressée à plein d'autres trucs, le truc anat, physio, patho, et puis ce qu'on faisait à l'hôpital. C'était pas suffisant pour moi, évidemment. J'étais tellement gourmande. Assoiffée de savoir, c'est ça. Ouais, soif de comprendre, de savoir, d'aimer finalement. Et là, pendant les études d'infirmière, je lisais des trucs sur les huiles essentielles, je faisais des stages, j'ai fait un stage de massage, je fais un stage de morphopsychologie, tout ça pendant les études. Et puis je te dis, je partais en stop de Annecy à Lyon, donc c'était quand même 130 km, juste pour aller faire 2 jours de formation en morphopsychologie, quoi. J'en voulais vraiment, quoi. J'étais passionnée, je revenais en stop et tout. Enfin bon, le truc, la liberté. La liberté, c'est magnifique. Pourquoi être attaché à rien? Moi, je ne veux pas m'attacher. Voilà. Mais par rapport à la naturopathie, j'imagine, ou même en médecine, quand tu étais infirmière ou étudiant en infirmière, j'imagine que c'est parce que tu avais l'intention de comme servir ou aider ton prochain aussi. Est-ce que Tellement. Et bien au-delà de ce que j'apprenais à l'école d'infirmière, tu comprends? Je voulais comprendre l'être humain dans toutes ses dimensions. J'étais très, très gourmande. Et puis, après, j'ai travaillé pour le confort financier. Je travaillais en Suisse pendant 18 ans. Et puis là, je gagnais très bien ma vie et tout. J'ai eu 2 enfants qui sont absolument super, bien équilibrés dans leur vie. C'est merveilleux, c'est super. Et puis, même je leur en ai fait voir parce que, tu sais, en 2003, ma fille avait 14 ans, mon fils 10. Et en 2003, j'ai quitté mon travail en Suisse. J'étais super bien payée. L'appart dans lequel je vivais était payé. Et je dis, non, moi, je m'en vais au Canada. Mais ça a été dur pour les enfants. Bon, ils étaient avec leur papa, évidemment. J'ai tout assuré. Et tout. On a fait les choses dans un cadre de sécurité pour les enfants et de développement. Mais je sais que, bon,
ils ont eu, c'était difficile. Mais voilà, ça fait partie de son histoire à elle maintenant. On est très, très reliés, toutes les deux. Avec mon fils aussi, il n'y a pas de trouble pour ça. Là. Mais voilà, donc encore une fois, tu vois, c'est la pulsion de liberté, d'aventure est venue me chercher encore, et puis je suis partie, tu vois. Et puis au Canada, moi j'avais un fantasme. Je savais que les infirmières au Canada étaient des super, c'est ce qu'on nous vendait en Suisse, des super infirmières, etc. Les infirmières, c'était super développé. Puis moi, j'avais un fantasme, là, j'adorais la neurologie et je voulais absolument comprendre plus. Je me dis, oh là là, je m'imaginais dans un centre de neurologie à Montréal, super moderne et tout et tout. Là, ça a été là, ouh. On descend de quelques étages. Certes, la recherche fondamentale, ok, mais le cadre et les budgets pour ça, pas sûr. Hein. En tout cas, je suis descendue de mon imaginaire, de mes illusions. Mais c'est vrai, il y avait d'autres trucs super intéressants. Et voilà, et j'avais fait plein d'autres cours pendant que j'étais infirmière en Suisse. Je faisais plein d'autres formations, plein d'autres formations alternatives. Wow. Et puis, à un moment donné, il faut faire le saut, hein. Quitter le confort financier quand même, et puis faire le saut. Et voilà, je l'ai fait ici au Canada. J'étais à la fois infirmière à mon compte, tu vois, en agence. Et puis, j'ai été rencontrer des associations de naturopathes. On dit, voilà, moi, j'ai tout ce background. Qu'est-ce qui manque? Et puis, bon, ils ont tout analysé. J'ai fait le drainage lymphatique, j'ai fait tout ça. Je l'avais pas dit, mais... Et ils ont tout analysé. Puis, ils m'ont dit, écoute, fais un cours en nutrithérapie, puis tu auras l'équivalence. Bon, parfait. Donc, j'ai fait le cours en nutrithérapie et puis j'ai eu l'équivalence. Donc, je suis naturopathe et infirmière clinicienne, ce qui est quand même sympa. Je voulais faire un projet pour être une super infirmière, tu sais. Mais j'ai trouvé ça un peu exigeant. Alors, puis finalement, si j'étais super infirmière, je ne sais pas si j'aurais la liberté qui est tellement importante pour moi. Puis il y avait aussi un autre truc, c'est qu'à la fin de mes études d'infirmière en France, à l'époque, quand on venait d'avoir notre diplôme d'infirmière, on pouvait rentrer en deuxième année de médecine directement. Puis il y avait 2 filles dans ma classe qui faisaient le saut. Et moi, je me suis posé la question. Puis à l'époque, je me disais, je ne me sentais pas à la hauteur. Je ne me sentais pas capable. Je me sentais, je me sentais pas assez intelligente pour ça, tu vois. Et en fait, j'aurais très bien pu réussir, hein, c'est sûr. À l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde ça, j'aurais pu réussir, c'est sûr. Mais j'aurais été peut-être au bûcher aussi, sur le bûcher des médecins. J'aurais été un médecin de médecine fonctionnelle, intégratif, parce que j'aurais intégré tout l'être humain dans toute son globalité, ouais. Ouais. Et la naturopathie, écoute, c'est jamais fini, hein, tu sais. Plus on découvre l'être humain et c'est jamais fini. Moi, je suis toujours en train de découvrir quelque chose de nouveau. C'est un work in process, la santé. Et puis la conscience collective s'améliore, augmente. Hein. On a fini de fumer et puis de boire de l'alcool comme une dépendance, on va dire. Et puis on commence à prendre conscience de l'alimentation, enfin, à plusieurs, chacun son rythme, hein, évidemment, mais chacun son rythme. Parce que l'alimentation, évidemment, c'est lié à tellement d'autres trucs que juste se nourrir. Mais ça, c'est super, tu vois, d'accompagner, d'accueillir les gens dans leur globalité, c'est quelque chose. C'est comme si tu leur faisais un grand hug d'amour, tu sais. C'est ça que je suis, en fait. Donc, t'es pleine d'amour, finalement. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un peu tout ça, les belles valeurs, alors au niveau individuel. Puis tu sais, l'être humain, moi j'aime l'être humain. Je me dis que les gens qui sont pas gentils, c'est des gens qui souffrent.
Malheureusement, on est gouverné par des psychopathes. Et puis, ces psychopathes manipulent les médias et les médias manipulent le peuple. Mm. Mais, et c'est pour ça que quand on voit les gens one by one, ce que j'aime, c'est qu'on voit la pureté de l'être humain plus facilement que quand on est en groupe. Alors, c'est les psychologues qui vont expliquer ça, mais c'est très clair que individuellement et en groupe, on n'est pas les mêmes. Et c'est très, très important de prendre un recul et de s'observer en groupe pour dire, attends, est-ce que je marche au pas, au pas, tu sais, à la vibration, tu sais, ou est-ce que je garde ma couleur, ton intégrité, finalement. Mon intégrité, ma vibration à moi, ma fréquence. On est des êtres de fréquence. Hein. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que maintenant, on commence à comprendre qu'on est de la matière, on est de l'énergie sous forme de matière. Et je reviens de la convention, une convention à Okinawa, là, avec le maître Yaraël. Et il a dit quelque chose d'assez extraordinaire qui m'a tellement enchantée. Il a dit, vous êtes, alors ça n'est pas forcément compréhensible pour tout un chacun, je ne sais pas, mais je suis désolée, je m'en excuse, mais il dit, vous êtes de l'infini, l'infini vous utilise pour prendre conscience de lui-même. C'est-à-dire que vous êtes de l'infini, on est de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, on fait partie d'un grand tout infini. Et l'infini se matérialise en vous pour prendre conscience de lui-même. Donc, on est capable de prendre conscience de l'infini. Et enfin, c'est un peu... Moi, quand j'ai entendu ça, alors intellectuellement, c'était assez waouh, super, mais au niveau du ressenti, parce que je suis quelqu'un qui ressent beaucoup, donc au niveau du ressenti, j'ai dit, oh, c'est cool, j'ai eu envie de chanter, de danser, de rire. C'est la vie, c'est la vie, tu vois. Et alors, je me suis détachée totalement, là, je me suis sentie totalement détachée de la façon dont les humains, jusqu'à présent, ont organisé la vie sur la Terre. C'est organisé de telle façon qu'il y a tellement d'injustice et tout. C'est pas organisé d'une bonne façon. Il va falloir que les humains comprennent que on n'a pas toute notre histoire, parce qu'on fait partie de toute cette histoire. On est l'aboutissement de quelque chose, et puis, etc. Et ça n'a pas été organisé de façon à servir l'humain. Ça a été organisé de façon à servir certaines personnes et que ces certaines personnes se fassent servir par d'autres. Donc, dans une servitude incroyable. Et peut-être qu'au début, on comprend que, bon, ça, mais à un moment donné, il faut réagir, il faut dire stop, il faut changer d'organisation. On est capable maintenant, technologiquement, spirituellement, je pense qu'on est capable d'organiser le monde, l'humanité, de façon à ce que l'humain soit au centre des priorités. Mais là, c'est pas le cas. Hein. C'est quelques psychopathes. Si on changeait ces psychopathes par des gens beaucoup plus purs, on va dire, j'emploie un mot extraordinaire, la pureté, avec de la compassion et de l'amour, l'humanité, enfin l'ensemble de l'humanité se structurerait différemment. Voilà, on organiserait pour que chaque humain ait un toit et à manger. La base, quoi. C'est tellement simple. Tellement simple. Mais je trouve ça bien que tu apportes ça comme ça, ton dernier... pas un séminaire, c'est ta convention. Ouais, ta convention. C'est que je sais que pour les gens qui prennent pas le temps de connaître qui est Raël, ils s'attendent... le cliché de Raël, c'est « Ah, ça, c'est celui qui parle juste d'extraterrestres », mais dans le fond, c'est pas juste ça. C'est aussi toute une histoire d'amour qu'ils partagent, non? Est-ce que je me trompe? Tellement. Mais c'est ça, parce que ce qui est important, c'est de sauver l'humanité. Alors qu'on soit raélien, chrétien, musulman, juif, bouddhiste, we don't care. L'important, c'est ce que toi, ta responsabilité en tant qu'humain, qu'est-ce que tu vas apporter toi? C'est ta responsabilité en tant qu'humain d'apporter du bonheur à ton voisin et de te donner de l'amour à toi-même. Attends pas que ce soit quelqu'un d'autre. Donne-toi de l'amour à toi-même. Donne tes sourires, donne ta lumière aux êtres humains. Tu n'as pas besoin de donner ton argent, mais donne tes sourires, tes
tes joies, et ta compassion et ton amour, c'est ta responsabilité en tant qu'humain. Quelle que soit ta couleur vibratoire, religieuse, qu'importe que tu sois danseur ou infirmière ou naturopathe, musulman, chrétien, peu importe, c'est l'amour. Tout le temps. Puis tu sais, notre projet, c'est de construire une ambassade pour accueillir ces Elohim. Mm-hmm. Les Elohim disent qu'ils reviendront avec tous les prophètes. Donc, Mahomet, Jésus, Bouddha, tout ça, ils vont revenir et puis et tous les chrétiens et les musulmans, les bouddhistes de la planète vont voir leurs prophètes. C'est quoi? C'est merveilleux, non? Finalement, c'est presque une promesse de paix mondiale. Ben, définitivement. Oui, parce que les religions, soit dit en passant, franchement, elles prêchent l'amour, mais elles font des guerres. Alors, un instant. On va se calmer sur ça et on va revenir à la raison, à la raison individuelle, à notre intelligence. Notre intelligence, pas celle que les autres nous dictent d'avoir, notre intelligence. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Ce que j'aime, c'est que tu as vraiment tout condensé, tous les sujets sur lesquels que je voulais vraiment parler avec toi. C'est merveilleux. Sinon, est-ce que, je sais pas si c'est une question que je peux poser comme ça, est-ce qu'il y a des projets autant personnels que global, qui a rapport avec les Raéliens pour un avenir proche? Oui, c'est une bonne question, ma chère Maureen, vraiment une bonne question. Alors, comme je parlais de responsabilité, je continue là-dessus. On est tous responsables, chacun est responsable. Alors, qu'on soit raélien, chrétien, musulman, tu es responsable de ta vie, tu es responsable de l'amour que tu donnes, que tu te donnes et que tu donnes. Ça, c'est. Et au niveau individuel, c'est sûr qu'en tant que raélien, on est invité à ça, évidemment, à cultiver cela, cultiver cet amour. Et au travers de plein de conseils, de raffinement, je parlais de pureté, plein d'harmonie, enfin, de mettre des mots, c'est une culture, la culture de l'amour, c'est une culture. Voilà. Et au niveau collectif, c'est sûr qu'on est en 2023. On a les Elohim vont arriver avant 2035. Donc on n'a jamais été aussi près du but. Ils arriveront si on leur construit une ambassade pour les accueillir. Parce que ils vont pas s'imposer. Hein. Ils s'imposent pas. C'est nous qui sommes responsables en tant qu'humanité de les accueillir ou pas. Leur faire une place, quoi. Voilà. Et donc, là, on est vraiment dans ce projet de construire l'ambassade. Donc, il y a énormément de travail qui est fait au niveau des pays, des nations, pour réellement chercher un endroit sur la planète où l'ambassade sera construite. Et ça bouge beaucoup. On est en 2024. J'ose espérer que d'ici 2025, on sait le pays qui accepte de construire l'ambassade. Il y a quelques pays phares, paraît-il, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de coulé dans le béton, donc il n'y a rien qui va se diffuser. Imagine les médias, quelle merde ils vont chier là-dessus. Non, on dit rien. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'opposition. Ben, c'est sûr. Et beaucoup d'enthousiasme aussi. Il va y avoir deux levées de choses comme ça. Donc, pour l'instant, on dit rien. Moi, je ne sais pas et je ne veux pas le savoir parce que je suis tellement passionnée que c'est sûr que si je le sais, je le dis. Alors, je ne dis pas, je ne veux pas le savoir. Donc, c'est ça. Donc, excuse-moi. Pardon? Excuse, je ne voulais pas te couper. Hein. C'est ça, tu parles, donc, les Raéliens, il y en a partout sur le globe, finalement. Ah oui. Alors, je suis très, très mauvaise dans les chiffres, alors je ne donnerai aucun chiffre. Mais les gens peuvent aller voir sur rael.org, puis là, ils vont avoir pas mal d'infos. Oui, partout sur la planète. Oui. En Afrique, qu'on appelle, que nous n'appelons plus l'Afrique, nous l'appelons le Kama. Parce que Afrique, ça a été un mot qui a été inventé par les colons. Mais Kama, c'est le nom d'origine de ce continent-là, d'il y a très longtemps. C'était le continent du Kama.
voilà, en Kama. En Kama, ça bouge beaucoup. En Asie, ça bouge énormément aussi. C'est extraordinaire. Nous, on est un peu, en Occident, on est un peu comme saturé, puis au niveau de l'Occident, on a un peu trop d'orgueil, un peu d'ego en tant qu'occidentaux. Alors, on n'est pas capable d'aller voir, on n'est pas capable de, comme tu dis, de se déposer, puis de prendre le temps d'aller voir qui est Raël, par exemple. On reste scotché sur la façade qui a été donnée par les médias, ou les merdias, enfin, comme on les appelle comme on veut, et puis ça reste scotché là-dessus, comme idée toute faite, et voilà, finalement. Mais ma foi, chacun est responsable. Hein. C'est la responsabilité de chacun. Vraiment. C'est ça qui est beau, en même temps. Alors, et puis, nous, on n'est pas le centre du monde en tant qu'Occident. Le monde, c'est tellement plus grand. Il y a tout le peuple russophone qui est extraordinaire, et il y a l'Asie, il y a le Kama, l'Inde, oh là là, c'est extraordinaire, l'Amérique du Sud. Donc, on n'est rien de notre côté, on n'est pas grand-chose. On a pris beaucoup d'espace parce qu'on a mené technologiquement le monde, on a pris le pouvoir au niveau de l'argent, etc. Donc, avait asservi les autres peuples, les autres continents un petit peu. Mais tout bas, non, ça ne va pas continuer comme ça. Ça va changer parce que, comme je disais tout à l'heure, la structure dans laquelle l'humanité s'est organisée va changer. Et l'Occident y est pour beaucoup. Donc, ça va changer. Alors, préparez-vous, chers Occidentaux. Et voilà. Donc, l'ambassade, ça prend un certain temps pour construire une ambassade. Donc, il y a des exigences territoriales avec je ne sais plus comment, enfin les terminologies, mais il y a des conventions à Vienne pour demander une ambassade officielle, etc. Enfin, il y a beaucoup l'aspect administratif est très très important. Puis voilà, après il y a le terrain, il y a les plans qui sont faits, hein, il y a des vidéos là-dessus aussi. Et puis après, il y a le temps de la construction de l'ambassade. Donc, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, forcément, on approche de 2035. Plus on s'approche, et plus ça va devenir concret. Ben ouais. Alors, ça va être bien. Alors là, encore une fois, quand ma liberté est là, c'est sûr que dès que je sais dans quel pays se fait construire l'ambassade, je vais là-bas. Alors, je vais là-bas, je vais y aller souvent, mettons que je reviendrai, enfin, je ferai des back and forth. Mais c'est sûr que wow, c'est tellement excitant la vie quand on voit ça, comme ça. Génial. Maintenant, j'aurais une question. Maintenant, libre à toi d'accepter ou non d'y répondre. Me semble que les Raéliens, ils sont très, très pro-clonage. Est-ce que ça te tenterait d'en parler ou t'as mieux ne pas en parler du tout? Oh, ben non. J'en parle très très volontiers. Et je n'engage que moi, mais j'en parle très très volontiers. Donc nous, on est en tant que religion athée, pro-science, pour la science. Donc, et évidemment, nous avons nous-mêmes été créés par des Elohim, les Elohim qui sont venus sur Terre, qui manipulaient parfaitement bien l'ingénierie génétique sur leur planète et qui avaient commencé à créer de la vie sur leur planète. Une partie de cette humanité-là s'est offusquée et n'a pas voulu, a refusé qu'ils continuent à créer de la vie sur leur planète. Donc, ils ont été sommés d'arrêter et ils ont cherché des endroits dans l'espace une planète où ils pourraient aménager la vie. Donc, ils ont essayé plusieurs endroits, c'est marqué dans la Bible d'ailleurs. Et bon, planète Terre a été fertile, on va dire, pour l'accueil de la vie, mais c'est les Elohim qui, à partir des éléments de la Terre, tu es né poussière, tu reviendras poussière, nous sommes des éléments de la Terre matérialisés comme ça, grâce à l'ingénierie génétique. Et ce que les humains sur Terre sont en train de faire avec le clonage, c'est exactement un peu l'histoire de cette humanité, de notre humanité. Et c'est un petit peu dans un grand contexte
au niveau des galaxies et des univers, quand il y a une humanité, parce qu'il y a plusieurs milliers d'humanités sous différentes formes dans l'univers, mais les humanités se perpétuent comme ça. Et un jour, nous, on ira créer de la vie sur d'autres planètes. C'est un peu notre destin en tant qu'humanité. Alors, tu vois, the gate is opening. Donc, et le clonage, ben, ça fait partie de l'évolution. Donc, c'est sûr que nous, on a été complètement on est pro-clonage, ça c'est sûr. Oui. Après, tu sais, avec la science, c'est comme une main. Je peux caresser, faire du bien, puis je peux frapper et tuer. Ça dépend de qui utilise la science. Actuellement, on utilise la science pour faire des armes de plus en plus sophistiquées. Mettre des milliards et des milliards dans la fabrication d'armes, je ne suis pas sûre que ce soit très intelligent en tant qu'humain. Parce que, évidemment, à un moment donné, on s'en va vers l'autodestruction, hein, si on continue comme ça. Alors, il faut arrêter de déconner et puis mettre nos intelligences sur des choses qui font du sens. Alors, ils ont commencé à cloner la brebis Dolly il y a très très longtemps. Et après, il y a eu des scientifiques dans le mouvement raélien qui ont embarqué sur le clonage, qui ont été très intéressés à embarquer sur l'idée du clonage. Oui, on est pour le clonage. Mais tu sais, la viande qu'on mange, beaucoup de viande qu'on mange, elle est clonée. Hein. Et alors, après, c'est comment on utilise ce clonage. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on fait une armée de militaires clonés? Non. Et c'est pour ça qu'il faut enlever les psychopathes milliardaires et mettre des gens qui ont la sagesse et l'intelligence. Mais souvent, ça peut être des gens très très simples qui ont la sagesse et l'intelligence. Ça peut être l'abbé Pierre, je ne sais pas si tu as connu en France, sagesse et intelligence. Il y a des grands sages, mais il y a des gens qui sont en train de grimper là en ce moment, qui sont en train de faire la balance avec l'horreur qui est en train de se passer d'un côté. Mais tu sais, si on est toujours vivant, c'est que le positif l'emporte quand même. Même si les médias et les psychopathes sont là et les médias montrent que l'horreur, que des choses négatives, derrière le rideau, il y a forcément que des choses plus positives. Sinon, on serait déjà détruit. On se serait déjà détruit sinon. Mais oui, on est pour le clonage. Mais de nouveau, comment on l'utilise, ça c'est vraiment... Tu sais, si tu as un enfant, moi j'avais dit ça à ma fille à l'époque. Bon, à l'époque, en France, imagine-toi que au moment du clonage, parler du clonage était passible d'amende et de prison. Wow. À l'époque, tellement il y avait... tellement c'était interdit. Je sais pas comment dire, bref. Et moi, non, évidemment. Et je disais à ma fille, tu sais, Léa, si jamais tu meurs, moi, je veux te cloner. Je veux pas, garder. Pourquoi je referais un enfant pour te remplacer? Je veux toi, c'est toi que j'aime, toi. Alors, il y a toute cette ouverture d'esprit qu'on n'a pas offert aux êtres humains. Enfin, les médias n'ont pas offert ça. Hein? Moi, j'ai un ami, sa petite fille est décédée à 2 ans d'un cancer du cerveau. Qu'est-ce que tu crois? T'as pas envie de recloner cet enfant-là, puis lui redonner la chance de vivre? Tu peux faire ça, ou tu refais un enfant, c'est ton choix. Mais le clonage, c'est comme une main. Il y a du positif et du négatif. Tu peux faire le bien, tu peux faire le mal. Tu peux faire une armée de militaires avec le clonage. Mais ça, il faut avoir l'esprit tordu pour avoir pour penser à ça. Tu vois. Ou alors, les psychopathes veulent se cloner, c'est pas vraiment une bonne idée non plus. Quelle horreur! Mais je veux dire, on peut pas rejeter la science, on peut la remettre en question de comment on va l'utiliser. Donc, mais l'être humain peut chercher tout le temps. Mais donc, si j'ai bien compris, l'histoire de l'âme, vous croyez pas à ça non plus? Alors, c'est encore une histoire de démystification. Hein, je vais être là. Âme vient du latin anima. Okay. Ça signifie ce qui anime. Hein, ce qui nous anime. Hein, ce qui nous anime. T'oublies pas, on parlait qu'on était vraiment... de l'énergie matérialisée sous forme de matière. Hein.
Ça nous anime. Et ce qui nous anime, là, concrètement, c'est notre code génétique. Si mon code génétique ne marche plus, je ne suis plus animée. D'accord ? Et je retourne à la matière infinie, quoi. Enfin, je me décompose, je retourne à la poussière, en fait. Donc, c'est ça l'âme. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas toutes les réponses, hein, Maureen. Non, vraiment, très humblement, je te dis ce que je pense juste. Mais à chaque fois, on peut découvrir des choses qui vont remettre en question ce que je dis maintenant. Mm-hmm. Et pourquoi pas ? Moi, je ne détiens pas la stricte vérité, là. Surtout en matière de science ou en matière de ces choses-là. Tu sais, on a un niveau de compréhension, puis on évolue avec ce niveau de compréhension, mais à un moment donné, on va avoir un niveau de compréhension plus large, on va pouvoir comprendre plus de choses, et puis c'est comme ça, quoi, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se sente ce qu'on appelle en science la singularité, c'est-à-dire qu'on arrive à tout saisir en même temps, donc rassembler en même temps tout. Rassembler les religions, rassembler la spiritualité et la science, rassembler ce qui est mystique aujourd'hui ne le sera pas demain, etc. Enfin, tu vois, mais ça n'enlève pas la poésie. Hein. Ouais. Moi, je veux dire, en tant qu'un esprit rationnel, je sais que j'ai des ressentis et c'est super important de vivre avec ses tripes, son cœur, ses ressentis et de développer son art. Parce que la science sans les arts, c'est moche. C'est les psychopathes milliardaires. Tu vois. Mais la science avec les arts, avec la vibration artistique, l'amour, ce qui me fait vibrer, là ça devient intéressant. Alors c'est une grande ouverture, je ne sais pas où on va avec ça, mais ça me semble plus intéressant en tout cas. Étant donné que les Raéliens, j'ai donc de la misère à le dire, les Raéliens sont très pro-science. Que pensez-vous du transhumanisme? Mais là, je parle de toi, qu'est-ce que toi t'en penses, parce que c'est à toi que je parle. Moi, j'avoue que moi, je saisis pas 100% ce que veut dire transhumanisme. Déjà, il faut d'abord le définir. Ça veut dire quoi? Moi, je resterai réservée sur ma réponse parce que j'ai pas tout à fait saisi ce qu'était le transhumanisme. Est-ce que c'est le fait que les êtres humains se transforment et deviennent encore plus performants ou se mettre des prothèses pour devenir avec plus de force, etc., etc. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Ok. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Je trouve ça, ça sert à quoi? Mais je sais pas. Peut-être que ça sert à quelque chose. Je sais pas. Ou peut-être ça va servir à quelque chose éventuellement. Mais ça me fait pas peur. Okay. Ce que je dirais. Comme réponse, je dirais j'ai pas peur. Je vois que, par exemple, les gens qui sont des athlètes de haut niveau, tu sais, les athlètes de haut niveau, à un moment donné, prenaient des hormones pour se booster, pour être encore plus performants, tu vois. Est-ce que c'est une forme de transhumanisme? Je sais pas. Alors après, est-ce que le fait d'ajouter un morceau métallique dans le corps est plus transhumaniste que de bouffer des hormones ou d'autres substances pour te rendre encore plus biologiquement plus performant? Je sais pas. La seule chose que je pourrais dire, c'est, moi, ce que j'ai très envie, c'est respecter mon code génétique. Voilà. Respecter mon ADN. Ne rien prendre qui va aller perturber mon ADN, qui va aller endommager mon ADN. Ça, pour moi, c'est très, très important. Alors, c'est pour ça que j'avoue, je ne suis pas vaccinée, parce que ça endommage l'ADN. Mais c'est mon avis. Et puis tous ceux qui sont vaccinés, ma foi, il y en a qui sont malades, d'autres qui ne le sont pas. Et j'ai beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Et puis, pour moi, c'est un triste événement dans l'histoire de l'humanité. Entre 2020 et 2023, là, c'est moche. C'est une histoire moche pour moi, dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est une histoire moche parmi tant d'autres aussi, là. Excuse-moi? J'ai dit, c'est une histoire moche parmi tant d'autres dans l'histoire de l'humanité. Oui, absolument. mais pleurer ne sert à rien. Pleurer sur le problème ne sert à rien. Non.
mais apporter encore une fois de l'amour, de la joie, etc., ben, ça va aider. C'est pas forcément la solution, mais la solution biologique, parce qu'il faut traiter ces gens-là biologiquement, ceux qui sont malades. Mais faisons-le avec beaucoup de compassion, d'amour et de joie. Ah, j'ai apprécié énormément cette jasette-là. Jasette. C'est fun, moi aussi j'aime bien. T'es belle, t'es rayonnante, t'as des yeux magnifiques. Merci, arrête, là, je vais rougir. Là. Très bien, on donne des petites pommettes et tout. Là. Mais c'est ça. Oui, vas-y. Non, c'est beau, continue. Continuer tout le temps, à l'infini. Ouais, c'est ça, c'est parce que je parlais de toi et tout, de la féminité. Tu sais, en te voyant, ça me donne envie d'aller vers ce qui est beaucoup plus subtil, la féminité, parce que dans l'histoire de l'humanité, les femmes n'ont pas eu forcément le beau rôle, hein. Et encore maintenant d'ailleurs. Et pourtant, c'est la féminité. Alors là, je vais parler de féminité, mais ça englobe aussi, pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Je vais parler de raffinement, de subtilité, de raffinement, de délicatesse, de gentillesse. Avant, on disait lui, il est gentil. Genre, il est gentil, mais pas très intéressant. Mais non, je regrette la gentillesse. C'est une qualité extraordinaire. Et on s'en va vers un monde de gentillesse, ou alors on s'autodétruit. On n'a pas le choix. On est obligé de switcher tranquillement vers un monde où les valeurs féminines, donc gentillesse, raffinement, humilité, respect, je pense que c'est universel, mais tu sais, le fait de se sentir charismatique, mais religieux, tu sais, mais être au service, être humble, être au service, qui n'a rien à voir avec la servitude dont ont souffert toutes les femmes toute leur vie. Là, c'est être au service, c'est presque comme, je dirais, un patron qui se met au service de ses employés, tu vois, et pas le contraire, tu vois. C'est pas un dictateur, c'est un leader. Le leader, il joint tout le temps son Exactement. monde, oui. Voilà, la délicatesse, tout ça, tous ces valeurs-là, c'est des valeurs de la société de demain. C'est la société de demain. Alors, il faut changer cette structure, la structure, dans la manière dont l'humanité a organisé, structuré, s'est structurée. Il faut l'évoluer vers le paradisme. Et il y a des gens brillants pour ça, qui vont faire ça. Moi, je vais être juste l'amplificateur de ça. Je ne suis que l'amplificateur. Il y a des gens qui ont une capacité d'organisation et de vision et de leadership encore plus intéressant. Et voilà, alors il va falloir que tous ces gens-là se rassemblent à un moment donné. C'est ça, parce que chacun a des qualités dans plusieurs domaines différents. Donc, c'est sûr que chacun est différent. Absolument. Chacun selon sa couleur. Et voilà. Sa couleur de personne. Et non pas sa couleur de peau. Bien sûr. Ah oui. Toujours. Ah oui, merci. J'y pensais tellement pas. Non, mais c'est parce qu'en ligne, il faut toujours spécifier, hein, juste en cas. Ah, mais tu as tellement raison. Mais juste pour dire que quand on se coupe, on a tous le sang de la même couleur. Et voilà. Ça, c'est quelque chose que je dis toujours, ça. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter. Sinon, si tu as un mantra philosophique spirituel à nous partager. Si j'ai quoi? Attends un peu. Parce que j'ai écrit tantôt, ça, c'est un mantra philosophique spirituel à nous partager. Alors, le mantra philosophique que j'aimerais partager, c'est « Je suis ». Simple et tellement complexe à la fois. Je suis. I am. Et l'origine du mot Yahweh, tu connais le mot Yahweh, hein? Ouais. Yahweh de la Bible. Quand à l'époque, les gens lui disaient « Mais comment t'appelles-tu » Il répondait Yahweh. Et Yahweh, en hébreu, ça signifie « Je suis ». Et pas « Je suis quelque chose ». Non. I am. Ça, c'est un mantra que je m'entraîne. C'est selon l'enseignement du Maitreya. Et les gens que je vois, c'est des « Je suis ». C'est des « You are ». Voilà. Et Maureen, oui. C'est génial. Nous, on se connaît depuis longtemps, mais sans s'être jamais vraiment parlé comme ça. Sans s'être rencontrés non plus, c'est... Ouais. Et je t'ai vu évoluer. Tu as eu 2 enfants.
Ouais, maintenant qu'ils sont adultes, mais bon. Ben oui, ben oui, c'est ça, hein? C'est ça la vie. Mais continue parce que je trouve que tu as vraiment l'art pour cela. Ben, merci Parce beaucoup. que ce qui est intéressant, c'est que, bon, ton écoute, hein, je m'excuse, j'ai énormément parlé, mais cette écoute que tu as, là, c'est vraiment une écoute en toute féminité, je dirais. Tu vois, quand on écoute, on m'a proposé de faire des blogs sur la naturopathie, tout ça, puis je veux pas en faire, je me sens mal d'en faire parce que ça rentre dans le milieu de la compétition et puis la critique et moi la compétition, je veux rien savoir. Moi, je suis déjà dans le monde de demain. Je suis déjà dans le monde de la collaboration. Mais moi, mon écoute, si je peux partager avec toi, mon écoute, c'est un petit peu comme toi, j'ai soif de savoir. Puis ma façon de vivre l'humanité, que ce soit de n'importe quelle façon de lignée de pensée, que ce soit de n'importe quoi, n'importe quelle religion, peu importe, j'aime faire parler les gens. Ça me permet de, je dirais pas aller jusqu'à expérimenter le côté humain, mais c'est comme ça ouvre mon esprit sur d'autres connaissances, d'autres possibilités, quelque chose de nouveau, des points de vue que tu peux pas avoir à toi tout seul quand tu es enfermé dans ton petit monde, dans ta petite bulle. Puis c'est pour ça que l'écoute, pour moi, c'est comme, tout me passionne, je suis intéressée à tout, c'est de là que ça vient. C'est génial. Déjà, tu vois, tu amènes ta couleur sur la planète. On a tous un rôle à jouer, et puis ça, c'est ton rôle extraordinaire. Ah, c'est chouette. Bah, écoute, c'était un grand plaisir de partager ce moment-là avec toi. Ben, merci. Et je souhaite à chacun de nos auditeurs plein d'amour, plein de paix à l'intérieur de vous. Oh là là, mais observez le monde avec du recul, partez pas dans des émotions négatives, videz votre tête, arrêtez de penser. Aimez-vous. Surtout. Aimez-vous, vous, mais aimez-vous entre vous. Oui, c'est ça. Wow, ben, je te remercie beaucoup encore. Ben, c'est ça, je sais pas trop, là. On se fait un gros hug et puis, et puis voilà. Ben, à bientôt. À bientôt. Maureen. Merci encore. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.